La vitesse, le luxe éblouissant, la gloire. Mais en une fraction de seconde, tout bascule dans les flammes, les hurlements et un silence de mort. Ce n'est pas un scénario de film, c'est la réalité brutale. Des étoiles qui brillaient plus fort que le soleil ont fini broyées par le destin, prisonnières d'un piège d'acier et d'asphalte. Voici les morts de célébrités les plus troublantes survenues à l'intérieur d'une voiture devenue incontrôlable. Commençons par Paul Walker. C'était une journée comme les autres, un samedi matin paisible sous le ciel de Los Angeles. Paul Walker, l'acteur charismatique de 40 ans, mondialement célèbre pour son rôle de Brian O'Connor dans la saga Fast and Furious, passait du temps avec sa mère et sa fille de 15 ans. Mi-dos, ils allaient choisir leur sapin de Noël, une scène familiale chaleureuse, presque parfaite, mais un simple coup de fil a bouleversé le destin. Paul avait complètement oublié qu'il devait assister à un événement caritatif ce jour-là. Il leur a dit au revoir avec un sourire, sans savoir que c'était la toute dernière fois qu'il posait les yeux sur sa fille. Il est monté dans une Porsche Carrera GT de 2005 aux côtés de son ami Roger Rodas, un pilote professionnel et propriétaire de l'atelier où se tenait l'événement. Quelques minutes plus tard, le rugissement puissant du moteur a déchiré l'air. La voiture, une bête féroce difficile à dompter même pour des experts, s'est élancée à toute allure dans les rues de Santa Clarita. La vitesse a atteint les 160 km/h et soudain, tout s'est arrêté. Le véhicule a perdu le contrôle, a heurté le trottoir, s'est fracassé contre un arbre, puis un lampadaire, avant d'exploser en flammes. Les témoins se sont précipités sur les lieux. Certains ont désespérément tenté d'ouvrir les portières, d'autres hurlaient de terreur, mais il était déjà bien trop tard. Paul Walker et Roger Rodas sont morts sur le coup, carbonisés à l'intérieur d'une voiture devenue leur tombeau métallique. Le rapport du médecin légiste a été clair. Excès de vitesse et pneus trop vieux. Il n'y avait ni alcool, ni drogue, juste une machine surpuissante, un instant d'inattention et une tragédie irréversible. Hollywood est resté sous le choc. Le monde entier a pleuré cette perte immense. Les fans ont afflué sur les lieux de l'accident avec des fleurs, des bougies et des larmes. Sa fille Mido, dévastée, a poursuivi Porsche en justice pour la dangerosité du véhicule. L'affaire s'est réglée discrètement à l'amiable, mais rien ni personne ne pouvait le ramener à la vie. Le tournage de Fast and Furious 7 a été immédiatement interrompu. Ses frères l'ont remplacé dans des scènes clés pour achever le film. Et, sur grand écran, Paul Walker a eu droit à une adieu épique au rythme de See You Again. Un au revoir qui, encore aujourd'hui, continue de briser les cœurs. James Dean avait 24 ans. La gloire, la beauté, une carrière qui commençait à peine à scintiller dans le ciel d'Hollywood. James Dean ne faisait pas que jouer la comédie. Il était l'incarnation vivante de l'esprit rebelle de toute une génération. Mais son amour pour la vitesse était aussi intense que son talent. Et un jour, cette passion dévorante l'a poussé tout droit vers l'abîme. 30 septembre 1955. Dean a décidé de ne pas remorquer sa nouvelle Porsche 550 Spider pour se rendre à une course à Salinas, en Californie. Il voulait la conduire lui-même, la sentir vibrer. Il l'avait surnommée Little Bastard, un nom qui semblait présager son funeste destin. À ses côtés, son mécanicien Rolf Wüthrich, suivi par une voiture d'assistance avec un photographe et un chauffeur professionnel. Le convoi avançait vers l'ouest. Sur la route 99, à 15h30, la police a arrêté Dean pour excès de vitesse. Il a souri, a signé l'amende et a repris la route. À 10 à 7h45, tout s'est terminé. Une Ford Tudor de 1950, conduite par Donald Turnipseed, a tourné brusquement à gauche, coupant directement la route à la Porsche. Dean a essayé de l'éviter, mais il était trop tard. La Little Bastard a volé en éclats, tournoyant dans les airs comme une simple canette en aluminium avant de s'écraser dans un fossé. À l'arrivée de la police, James Dean respirait encore, mais à peine. Il avait le cou brisé et de multiples fractures. Il a été transporté d'urgence à l'hôpital de Paso Robles. Mais à 10 à 8h20, le cœur du rebelle a cessé de battre. Turnipseed a survécu avec des blessures légères. Le mécanicien a été éjecté de la voiture avec de graves blessures, mais il a survécu. Seul Dean est mort. Un mois plus tard, sortait le film La fureur de vivre.
Le monde entier a vu James à l'écran, vivant, vibrant, provocateur, sans savoir que c'était son ultime adieu. Le mythe était complet. L'étoile est morte jeune, belle, tragique, et la Little Bastard est devenue une légende maudite, enveloppée de rumeurs sombres de malédictions, d'accidents et de morts. Passons à Jane Mansfield. C'était la nuit du 29 juin 1967. Jane Mansfield, le sex symbole incontournable des années 50 et 60, parcourait encore l'Amérique pour gagner sa vie avec des spectacles nocturnes. Ses jours de gloire à Hollywood ne brillaient plus autant qu'avant. Mais son nom continuait d'enflammer les gros titres. Partout où elle allait, elle provoquait des soupirs, des scandales, et maintenant, la mort. Cette nuit-là, Jane voyageait dans une Buick Electra avec son petit ami Sam Brody, son chauffeur Ronnie Harrison et 3 de ses jeunes enfants endormis sur la banquette arrière, accompagnés de plusieurs chihuahuas. Destination la Nouvelle-Orléans. Le danger invisible qui guettait dans l'ombre. La route US 90 traversait un brouillard épais, provoqué par un camion qui pulvérisait de l'insecticide mélangé à la brume naturelle et dense du marais. La visibilité était devenue pratiquement nulle, alors que la vitesse était bien trop élevée, atteignant les 130 km par heure. Et c'est alors que le drame s'est produit. La Buick a percuté de plein fouet l'arrière du camion. Il n'y a eu aucun temps pour réagir. Le fracas a été brutal. Mansfield, Brody et le chauffeur sont morts sur le coup. Les enfants ont miraculeusement survécu au crash. Mais ce qui a subsisté, c'est la rumeur. Ce murmure morbide qui a traversé les décennies. On racontait que Jane Mansfield avait été décapitée. En réalité, une perruque blonde est restée incrustée dans le pare-brise brisé. Les médias à sensation n'ont pas tardé à publier des titres effrayants, mais le médecin légiste a démenti ces faits. C'était sévère, mais pas une décapitation. Même si la vérité médicale n'a pas arrêté la légende, quelque chose d'autre est resté pour toujours. L'horreur de sa mort a mené à une réforme historique de la sécurité routière. On a installé ce que l'on appelle désormais les barres Mansfield. Ce sont ces barres métalliques fixées à l'arrière des camions qui sauvent aujourd'hui des milliers de vies en empêchant les voitures basses de s'encastrer dessous. Ainsi, Jane Mansfield, la femme qui a tant joué avec les limites du scandale, a fini par transformer sa propre mort en un héritage vital. Elle n'est pas morte dans l'obscurité de l'oubli. Elle est morte à toute vitesse au milieu du brouillard, entre le parfum bon marché et les restes d'une gloire qui refusait obstinément de s'éteindre. Marc Bolan. Dans les années 70, alors que le rock se faisait plus sale, plus sauvage et plus sombre, Marc Bolan a fait son apparition. Il était délicat mais explosif. Un grand rêveur, mais incroyablement bruyant. Leader du groupe T-Rex et inventeur involontaire du glam rock, Bolan ne se contentait pas de chanter, il tissait des univers entiers entre guitares électriques, paillettes et bottes à plateforme. Ses paroles parlaient de licornes, de galaxies lointaines et de vestes couvertes d'aigles. Sa voix traînante et son style androgyne ont fait de lui une véritable icône de la contre-culture britannique. Mais comme beaucoup d'artistes de son époque, il vivait vite, intensément et avec une étrange obsession pour la mort. Curieusement, il n'a jamais appris à conduire par peur des voitures et c'est précisément en tant que passager que la prophétie s'est accomplie. La nuit du 6 septembre 1977, Mark se trouvait dans une Mini 1265 GT, conduite par sa petite amie Gloria Jones, chanteuse et mère de son fils. Ils circulaient sur l'autoroute A40 Westway, une route londonienne. Ils rentraient chez eux après une soirée tranquille, mais dans un virage, la voiture a échappé à tout contrôle. Ils ont percuté un arbre de plein fouet. Marc Bolan est mort sur le coup, en raison de lésions sévères à la tête. Il avait à peine 29 ans. Gloria a survécu, mais avec de graves blessures. En quelques secondes, le monde a perdu l'un de ses esprits les plus extravagants. Le lieu de l'accident s'est transformé en un véritable sanctuaire. Les fans y laissaient des fleurs, des vinyles, des lettres. Personne ne pouvait y croire. Un homme qui semblait vivre hors du temps est soudainement redevenu poussière d'étoiles. Marc Bolan n'était pas un rocker ordinaire. C'était un visionnaire, un grand enfant avec une guitare, piégé entre la fantaisie et la tragédie. Il est mort avant d'avoir 30 ans, comme si le destin refusait de le laisser vieillir. Et peut être que c'était écrit ainsi.
Certains êtres ne sont tout simplement pas faits pour ce monde. Grace Kelly était bien plus qu'une simple actrice. C'était un mythe vivant. Grace Kelly, avec son élégance glaciale et son regard de porcelaine, avait conquis Hollywood avant même de devenir princesse de Monaco. Elle est entrée dans la royauté, mais même, cela n'a pas pu la protéger face au destin implacable. Le 13 septembre 1982, Grace et sa fille cadette, la princesse Stéphanie, revenaient de leur maison de campagne à Rockagel. Malgré les avertissements concernant sa fatigue, Grace a insisté pour conduire elle-même sur ces routes montagneuses qui serpentaient vers Monte-Carlo. Personne n'imaginait alors que ce serait là sa toute dernière décision. En plein virage, Grace a été victime d'un petit accident vasculaire. Elle a perdu le contrôle du volant. La Rover P 6 noire est sortie de la route, a fait une chute de plus de 30 mètres dans un ravin et s'est écrasée violemment. Stéphanie, à peine adolescente, a survécu avec des blessures. Grace n'a pas eu autant de chance. On l'a emmenée d'urgence à l'hôpital. Elle a passé 24 heures dans le coma, mais les lésions cérébrales étaient irréversibles. Le prince régnier a pris la douloureuse décision de débrancher le support vital. Le 14 septembre, le monde a perdu sa princesse, et c'est alors que les rumeurs ont commencé à circuler. Et si ce n'était pas Grace qui conduisait? Certains ont affirmé que Stéphanie, mineure et sans permis, était au volant. Elle l'a toujours nié. Elle a expliqué qu'elle était sortie du côté conducteur uniquement parce que la portière passager était bloquée. Les funérailles, 4 jours plus tard, furent un événement planétaire. Plus de 100 millions de personnes les ont suivies à la télévision. Monarques, stars de cinéma, politiciens, tous sont venus faire leurs adieux à la femme qui avait traversé l'écran pour devenir une légende éternelle. Brandon the Wild. En 1953, un jeune garçon de 11 ans a volé le cœur de toute l'Amérique avec une seule réplique inoubliable. « Shane, reviens !» C'était la voix de Brandon the Wild, qui incarnait le petit Joey dans le western classique Shane. Son interprétation était si honnête, si chargée d'émotion, qu'elle lui a valu une nomination aux Oscars alors qu'il n'était qu'un enfant. Il était touchant, brillant, et semblait destiné à une grandeur certaine. Brandon n'a pas été qu'une simple étoile filante. Durant son adolescence, il a travaillé sans relâche au cinéma, au théâtre et à la télévision. Il dégageait une maturité étrange pour son âge, avec une douce tristesse au fond des yeux, comme s'il savait déjà qu'il n'irait pas très loin. Il a joué dans des films comme Missouri Breaks et des épisodes de La Quatrième Dimension, démontrant toujours une sensibilité à fleur de peau que peu d'acteurs adultes pouvaient égaler. Mais, arrivé dans les années 70, son éclat commençait doucement à s'estomper. Hollywood changeait. Et la drogue, la célébrité précoce ainsi que les exigences impitoyables du milieu commençaient à peser lourd. Malgré tout, Brandon ne baissait pas les bras. Il continuait de jouer, il continuait de rêver, jusqu'à cette fameuse nuit fatidique. Le 6 juillet 1972, Brandon conduisait dans Denver, au Colorado. Il avait 30 ans et partait retrouver des amis musiciens. Personne ne sait exactement ce qui s'est passé. Peut être une distraction, peut être la fatigue, mais il a perdu le contrôle de sa voiture. Son véhicule a percuté violemment une barrière de sécurité métallique. L'impact a été absolument mortel. Brandon est mort avant même d'arriver à l'hôpital. C'est aussi simple et cruel que ça. L'enfant qui criait autrefois pour son héros à l'écran ne reviendrait plus. Il n'y aurait pas de seconde prise, pas de rédemption tardive, juste une carrière, fauchée en plein vol, et une industrie qui a perdu l'un de ses interprètes les plus purs. Aujourd'hui, peu de gens se souviennent de son nom, mais ceux qui l'ont vu jouer, ceux qui ont entendu ce cri dans Shane, savent que Brandon the Wild était bien plus qu'une promesse. Il a été une vérité courte, lumineuse et douloureusement éphémère. Princesse Diana. Paris, 30 et 1 août 1997. La ville de l'amour brillait sous les lumières nocturnes. Mais cette nuit-là n'aurait rien de romantique. Elle allait être fatale. Diana Spencer, la princesse qui avait autrefois conquis le cœur de la couronne britannique, tentait de disparaître, non pas de l'histoire, mais de l'objectif des paparazzis qui la traquaient comme des ombres enragées. Après avoir dîné au Ritz avec son compagnon, le milliardaire
Dodi Al-Fayed, Diana est montée à bord d'une Mercedes S 280 avec lui, le chauffeur Henry Paul et un garde du corps. C'était une tentative désespérée pour échapper à l'attention médiatique, mais la chasse à l'homme avait déjà commencé. Dès leur sortie de l'hôtel, ils ont été suivis par des photographes à moto. Le chauffeur a accéléré pour tenter de les semer. Ils sont entrés dans le tunnel du pont de l'Alma à plus de 120 km/h. Là, sous terre, loin de la lumière du jour, tout s'est fini en quelques secondes, la Mercedes a perdu le contrôle et s'est écrasée violemment contre le 13e pilier du tunnel. Dodi est mort sur le coup. Henry Paul aussi. Diana a été retrouvée à peine vivante. Elle souffrait de graves blessures internes, son thorax était écrasé et elle saignait abondamment. Elle a été transportée d'urgence à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière, où les médecins se sont battus pendant des heures pour la sauver. Mais à 4 heures du matin, son cœur s'est arrêté. Le monde entier est resté paralysé. Les unes des journaux ont hurlé la nouvelle. Devant le palais de Kensington, des milliers de personnes ont déposé des fleurs, des lettres, des ours en peluche. Plus de 2 milliards de personnes ont regardé ces funérailles à la télévision. C'était un adieu mondial comme aucun autre. Mais la mort de Diana n'a pas apporté la paix. Pourquoi le chauffeur du Ritz avait-il un taux d'alcoolémie élevé? Pourquoi a-t-on permis qu'une voiture sans mesure de sécurité adéquate transporte des personnalités aussi exposées? Et pourquoi les paparazzi, arrivés quelques secondes après l'impact, se sont-ils mis à prendre des photos au lieu d'aider? Les théories du complot ont explosé. Assassinat déguisé commandité par la monarchie, négligence délibérée. Jusqu'à aujourd'hui, aucune explication n'a totalement calmé les soupçons. Diana de Galles n'est pas morte comme une princesse de conte de fées, elle est morte comme une femme traquée, vulnérable, humaine. Mais son départ a changé l'histoire. La relation entre la monarchie britannique et le peuple n'a plus jamais été la même. La presse a dû faire face à un examen de conscience inédit, et ses fils, William et Harry, ont grandi avec l'ombre d'une mère que le monde n'a jamais cessé de pleurer. Mel Ott. Pendant 22 saisons, Mel Ott a été synonyme des Giants de New York. Il était petit par la taille, mais c'était un géant battant-main. Son swing de gaucher, étrange et élégant, expédiait les balles hors du stade avec une facilité qui semblait presque magique. Il a été le premier joueur de la Ligue nationale à atteindre les 500 home runs, et on se souvient encore de lui aujourd'hui comme l'un des batteurs les plus redoutés de tous les temps. Ott n'était pas juste une machine à faire des hits, il était bien plus que ça. C'était un véritable leader. D'abord capitaine, ensuite manager, et finalement, légende. Celui qu'on surnommait Master Melvin possédait un tempérament réservé, presque timide, ce qui tranchait radicalement avec sa présence féroce une fois au marbre. C'est en 1951 qu'il a été immortalisé en entrant au prestigieux temple de la renommée du baseball. Pour beaucoup de gens, sa place dans l'histoire semblait intouchable. Mais malheureusement, l'histoire ne montre pas toujours le respect dû à ses héros. La nuit du 20 et 1 octobre 1958, Mel Ott circulait en voiture dans le quartier du Bronx, à New York. Personne ne pouvait s'imaginer qu'une chose aussi banale qu'un simple trajet en voiture allait mettre un terme brutal à une existence aussi extraordinaire. En un instant, il a perdu la maîtrise de son véhicule. La voiture a quitté la route et est allée s'écraser avec une violence inouïe contre un poteau. Il est mort sur le coup. Il n'avait que 49 ans. Cette terrible nouvelle a véritablement ébranlé le monde du sport tout entier. Une idole qui avait survécu des décennies dans la Ligue, qui avait affronté les lanceurs les plus redoutables en s'en sortant indemne, a fini par être vaincue par le bitume. Le monde du baseball a pleuré la perte de l'un de ses géants les plus humbles. Les gradins se sont figés dans un lourd silence. Le célèbre numéro 4 des Giants ne reprendrait plus jamais sa place sur le terrain. Mel Ott a été inhumé en Louisiane, loin du rugissement des stades. Mais son nom, ses records et sa manière si discrète de briller restent bien vivants. Il n'est pas mort une batte à la main, mais avec un volant entre les doigts. Passons maintenant à Billy Martin. Adulé par certains, haï par d'autres. Billy Martin était un homme qui ne connaissait absolument pas la demi-mesure.
Il a été joueur, entraîneur et a dirigé les New York Yankees à 5 reprises. Sur le terrain, il avait un tempérament explosif. Il s'embrouillait avec les arbitres, se battait avec les joueurs et exigeait la perfection absolue à chaque lancer. Mais cette intensité débordante, c'était aussi sa véritable marque de fabrique. Billy n'avait rien d'un diplomate. Il respirait le baseball pur et dur. Et c'est précisément pour cette raison que des millions de fans l'adoraient. Le 25 décembre 1989, alors que tout le pays célébrait Noël, Billy Martin roulait sur une route verglacée à Fenton, dans l'État de New York, aux côtés de son ami William Reedy. C'était une nuit sombre et glaciale où les routes étaient entièrement recouvertes d'une couche de verglas. Ils se trouvaient tous les deux à bord d'une camionnette Ford qu'ils avaient louée. À mi-parcours, le véhicule a dérapé, quitté la chaussée et dévalé une pente de plus de 90 mètres avant de percuter violemment une buse en béton. L'impact a été d'une brutalité inouïe. Billy Martin a été projeté contre le pare-brise et est mort sur le coup, la nuque brisée. Reddy, qui a survécu avec des fractures au bassin et aux côtes, racontera plus tard que Martin ne portait pas sa ceinture de sécurité. Et il a affirmé que c'était lui qui conduisait ce soir-là, et non Billy. Pourtant, pendant des années, la rumeur a couru que Martin tenait lui-même le volant, comme si le destin ne pouvait pas accepter que l'homme le plus têtu du baseball ne contrôle pas sa propre fin. Cette nouvelle a fait l'effet d'une véritable bombe dans le monde sportif. Billy Martin, ce stratège de fer, l'âme même des Yankees, est parti sans prévenir, sans applaudissements, finissant seul dans un fossé gelé. Musique. Lisa Lopes était sans doute la plus énigmatique du trio TLC. Alors que Thibaut et Chili séduisaient par leur voix et leur charisme, Lisa, elle, était du feu à l'état pur. Une rebelle spirituelle et totalement imprévisible. Elle rappait comme si elle exorcisait ses démons et elle vivait sa vie avec la même intensité féroce qu'elle mettait dans ses textes. Après le succès monumental de l'album Fan Mail, Lisa a commencé à se sentir prise au piège. Elle voulait se libérer, se redécouvrir, alors elle a pris la fuite. Ce n'était pas son premier voyage. Elle possédait une maison là-bas, un véritable sanctuaire, mais cette fois-ci, l'ambiance était différente. En avril 2002, elle est arrivée sur place accompagnée d'amis, de membres de sa famille et d'une équipe de tournage pour un documentaire. Elle était en train de filmer sa propre quête spirituelle. Elle partait à la rencontre des communautés Garifuna, discutait avec des chamans et livrait ses réflexions sur la vie et la mort face à la caméra. Un jour, en fixant directement l'objectif, elle a lâché cette phrase. Le 25 avril, alors qu'elle était au volant d'un SUV Mitsubishi sur une route de campagne, Lisa a tenté une manœuvre pour éviter un autre véhicule qui lui coupait la route. La voiture a fait une embardée, a percuté 2 arbres et a fait plusieurs tonneaux d'une violence extrême. Il y avait 8 personnes à bord, mais une seule a perdu la vie, Lisa. Elle a succombé à un traumatisme crânien fatal. Elle n'avait que 30 ans. Le plus glaçant, c'est que l'accident a été en partie capturé par les caméras du documentaire. Les derniers jours de son existence ont été reconstitués des années plus tard dans le film The Last, Days of Left Eye, où sa voix, son regard perçant et ses prémonitions continuent de nous faire frissonner encore aujourd'hui. Sa disparition a laissé un vide irréparable au sein de TLC, dans le monde du R, B et dans le cœur de tous ceux qui voyaient en elle bien plus qu'une simple artiste, mais un esprit libre en constante évolution. Lisa n'est pas morte par hasard. Non, elle a disparu en plein milieu d'un véritable processus de renaissance, comme si l'univers entier, incapable de contenir son énergie débordante, avait décidé de la libérer une bonne fois pour toutes. Et c'est ainsi qu'elle est partie, seule, consciente et totalement en paix avec son destin. Bien avant Billie Holiday, bien avant la grande Aretha Franklin, il y avait elle, Smith, l'impératrice incontestée du blues. Dans les années 20, aucune chanteuse, qu'elle soit blanche ou noire, ne pouvait l'égaler. Elle remplissait les théâtres, vendait des milliers de disques et transformait sa douleur en art pur. Mais être une femme, et une femme noire de surcroît dans l'Amérique ségrégée du XXe siècle, cela avait un prix terrible. Quand la Grande Dépression a frappé, l'argent s'est volatilisé, emportant avec lui
une bonne partie de sa gloire passée. Bessie s'est vue forcée de reprendre les petites tournées, conduisant sur des routes secondaires, chantant dans des bars poussiéreux, ne survivant que grâce à son talent brut. Et c'est précisément sur l'un de ces chemins oubliés que son histoire s'est achevée brutalement. Le 26 septembre 1937, Bessie voyageait sur la route 61 avec son compagnon Richard Morgan, près de Clarksdale, dans le Mississippi. Au beau milieu de la nuit noire, sa voiture a percuté de plein fouet un camion stationné là, sans feu, invisible dans l'obscurité. Bessie a été éjectée violemment du véhicule. Son bras a été presque arraché sous la violence du choc. Elle perdait du sang à une vitesse alarmante. Un médecin local, le docteur Hugh Smith, a fait tout son possible pour la stabiliser. Mais il était déjà bien trop tard. Elle est morte sur le chemin de l'hôpital, seule, brisée, dans ce sud où sa musique représentait tout, mais où sa vie ne valait pas grand-chose. Après sa mort, une légende aussi tragique que fausse est née. On racontait que Bessie avait été rejetée par un hôpital pour blancs et qu'elle était morte parce que personne ne voulait la soigner. Des décennies plus tard, le docteur Smith lui-même a formellement démenti cette version des faits. Pourtant, la rumeur a persisté, car dans un pays déchiré par le racisme, cette histoire semblait trop réaliste pour ne pas être crue. À ses funérailles, des milliers de personnes sont venues lui dire adieu, mais sa tombe est restée anonyme pendant des années. Jusqu'à ce qu'en 1970, Janis Joplin, l'une de ses plus grandes admiratrices, paye une pierre tombale qui disait « La plus grande chanteuse de blues du monde ne cessera jamais de chanter ». Et c'est la vérité. Bessie Smith n'a pas seulement chanté le blues, elle l'a incarné. Et même si elle est morte sur le bas-côté d'une route, sa voix reste vivante en chaque femme qui chante avec ses tripes. Pour Anton Yelchin, ce n'était pas sur la route, ce n'était pas la nuit, et ce n'était pas à toute vitesse. La mort d'Anton Yelchin n'a suivi aucune des règles habituelles des tragédies automobiles que le monde a l'habitude d'entendre. C'était quelque chose de pire, de plus intime, de plus absurde, de plus effrayant. Le 10 à 9 juin 2016, l'acteur de 27 ans, célèbre pour son rôle de Pavel Chekhov dans la saga Star Trek, ne s'est pas présenté à la répétition prévue avec ses camarades de théâtre. Personne ne savait où il était. Et personne n'imaginait l'horreur qu'ils allaient découvrir. En arrivant chez lui à Studio City, en Californie, ses amis l'ont trouvé coincé entre sa Jeep Grand Cherokee et une colonne en briques à l'entrée de son garage. Le véhicule avait reculé dans la pente et l'avait écrasé contre le pilier métallique de la boîte aux lettres. L'impact a été silencieux, mortel et sans aucun témoin. Les autorités ont déterminé que le levier de vitesse électronique de la Jeep, une technologie défectueuse, n'indiquait pas clairement si la voiture était en mode stationnement. C'était un défaut de conception aussi subtil que meurtrier. Anton était descendu du véhicule, persuadé d'être en sécurité. Mais il ne l'était pas. Il est mort tout seul, dans un silence glaçant, à quelques mètres seulement de sa porte, sans course-poursuite, sans excès de vitesse, sans le moindre avertissement. Sa mort a non seulement secoué Hollywood, mais elle a aussi ébranlé toute l'industrie automobile. Fiat Chrysler a été contraint de rappeler plus d'1 million de véhicules pour ce même défaut. La famille Danton a porté plainte et, en 2010 à 8, ils sont parvenus à un accord confidentiel. Mais cela n'a pas ramené ce jeune homme brillant qui avait interprété Chekhov, avec un cœur immense et un sourire mélancolique. Anton Yelchin n'est pas mort comme une étoile, filante, il est mort comme un homme figé dans le temps par une machine qui n'aurait jamais dû bouger. Et dans ce calme, dans cette image figée d'un acteur piégé entre l'acier et le béton, reste à jamais le souvenir d'un talent brutalement interrompu. Sam Kinison. Si l'enfer avait un micro, Sam Kinison l'aurait sans doute conquis. Pasteur évangéliste devenu humoriste maudit, Sam ne parlait pas, il hurlait. Il attaquait la religion, le sexe, la politique et lui-même. Dans les années 80, sa voix éraillée et son style sauvage ont fait de lui une véritable icône du stand-up américain. Mais derrière ce cri perçant se cachait un homme profondément marqué, hanté par les abus, l'addiction et une rédemption inachevée. Sam Kinison vivait constamment au bord du gouffre, se donnant sur scène comme si chaque spectacle pouvait être son tout dernier. Le 10 avril 1992, Sam roulait avec sa toute nouvelle épouse en direction de Laughlin, dans le Nevada, où un spectacle l'attendait.
Il s'était marié à peine 6 jours plus tôt. C'était un nouveau départ, et la route du désert s'étendait paisiblement devant lui. Le soleil commençait à se coucher à l'horizon, et l'avenir semblait grand ouvert. Soudain, surgissant de nulle part, un pick-up rouge conduit par un jeune de 10 à 7 ans, ivre et sans permis, a envahi la voie opposée et a percuté la voiture de Sam de plein fouet. L'impact a été absolument dévastateur. Kinison, qui ne portait pas sa ceinture, a été violemment projeté à travers le pare-brise. Il est resté étendu sur l'asphalte, perdant son sang, tandis que sa femme hurlait désespérément à l'aide. Quelques minutes avant de mourir, selon les témoins, Sam a ouvert les yeux et a murmuré des mots incompréhensibles. Puis il a dit doucement « Non, je ne veux pas mourir. Pourquoi maintenant ?» Et puis, dans un dernier soupir, il a lâché « C'est bon, c'est bon !» et il est parti. À l'âge de 38 ans, une voix qui n'avait jamais demandé la permission pour parler s'est finalement éteinte pour toujours. Le jeune responsable de l'accident a été condamné, mais il a retrouvé la liberté après avoir purgé une peine bien trop courte. Le monde de l'humour a pleuré. Non pas pour une douceur qu'il n'avait pas, mais pour sa vérité, pour son honnêteté crue, brisée et brillante. Angie Stone. Angie Stone menait une vie entièrement tissée d'harmonie. Au fil des années, elle avait laissé une empreinte indélébile dans le monde de la musique. Elle était une pionnière du hip-hop féminin, l'âme du néo-soul, et possédait une voix capable de transformer n'importe quelle douleur en beauté. Sa musique a traversé les décennies, les genres et les générations, et pourtant, ni sa voix ni son héritage n'ont pu la protéger du destin.